Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien. Je me suis mis sur ma tenue de saison pour vous montrer ma pile à lire de l'hiver. Je suis désolée de vous décevoir, mais je risque de ne pas la garder très longtemps parce que j'ai déjà chaud. Je ne suis pas forcément une lectrice de saison, mais j'avais envie pour cet hiver-là me faire une petite pile à lire qui correspond ma foi assez bien à ce que moi je perçois de l'hiver. Alors navré pour ceux qui aiment les romances de Noël, je n'en aurai pas ici à vous présenter parce que je n'aime tout simplement pas ça. Quoique je me demande si c'est parce que j'ai lu exclusivement des romances de Noël d'une certaine maison d'édition. À vrai dire, toutes les romances de Noël que j'ai lues venaient de chez Hugo Roman. Et je me dis que c'est peut-être finalement la ligne éditoriale qui ne me correspond pas et peut-être que je devrais me tourner vers d'autres maisons d'édition qui publient des romances de Noël. Why not? De toute façon, les romances contemporaines déjà de base, ce n'est pas ce qui m'intéresse, donc vous n'en trouverez pas forcément dans cette pile à lire, même pas du tout. Navré pour ceux qui avaient envie de quelques recommandations pour cet hiver, je n'aurai pas non plus de recommandations à vous faire parce que je dois avoir tout au plus 2 livres qui correspondent à la période hivernale que j'ai lue au cours de ma vie de lectrice. Et surtout, les critères essentiels qui sont restés dans ma bibliothèque. Donc pas de recommandations, mais plutôt une petite sélection de ce que moi je prévois de lire pour cet hiver. Et c'est déjà pas mal parce que j'ai à peu près 10 titres qui, ma foi, pour moi correspond bien à ce que je me fais d'une lecture de saison hivernale, une lecture tout plein de froid, de suspense, de thriller, de meurtre, de massacre et de sang. Oui, chez moi l'hiver c'est joyeux. Non, tout ça pour dire que j'ai vraiment fait une sélection de titres qui vont peut-être vous surprendre pour certains, et mine de rien, des titres aussi qu'on ne voit pas forcément passer sur les réseaux. Je pense qu'il y en a certains que vous allez découvrir, d'autres que vous avez peut-être entendu un nom comme ça. Et je me suis dit qu'au lieu de me concentrer sur des nouveautés qui vont être présentes sur toutes les chaînes Booktube et sur Instagram, je vais peut-être me concentrer sur des titres qui sont moins connus et qui vont peut-être, je l'espère, vous surprendre et surtout vous donner envie. Manque plus qu'à croiser les doigts pour que ça soit bien. Je suis pas sûre de garder cet accoutrement tout le long de la vidéo, mais on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec le seul graphique que j'ai mis dans cette pile à lire. Alors ça veut pas dire que c'est le seul que je vais lire au cours de ces prochains mois, bien sûr, mais c'est vraiment celui qui correspond le plus à mon sens à la période hivernale. Pas trop difficile quand on voit la couverture de Julia la Seule, forcément avec cette jeune fille qui est emmitouflée dans son manteau avec la neige qui tombe à l'extérieur en plein milieu d'une nuit très froide, la neige qui a d'ailleurs recouvert toute la ville. Et le petit chaton tout mignon là, ici. Alors je vous préviens, je risque d'être en forme au cours de cette vidéo parce que j'ai eu un réveil assez mouvementé. Ce qui fait que j'ai besoin de compenser les 2 cafés que je viens de prendre. Donc, Julia Yassel, c'est une bande dessinée que j'ai reçue très récemment par les éditions Dupuis. Et au niveau des dessins, on est sur des styles assez ronds, très colorés, mais en même temps assez pâles, qui correspondent un petit peu, je trouve, au froid de l'hiver. Voilà, c'est des couleurs qui sont assez froides dans l'ensemble, donc j'aime particulièrement ce style-là. Et pour vous parler de l'histoire, on est avec Julia qui arrive dans un tout nouveau lycée. Donc déjà, c'est pas évident. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai beaucoup changé d'école au cours de mon enfance. Donc débarquer dans une nouvelle école comme ça, essayer de se faire des nouveaux amis, on est la nouvelle, celle qu'on regarde avec des gros yeux comme ça, et celle que des fois on n'ose même pas approcher. Tout ça pour dire que Julia va devoir essayer de se faire un nouveau départ dans ce nouveau lycée. Et elle ne part pas non plus dans cette nouvelle aventure avec beaucoup d'avantages, au contraire, puisqu'elle a un certain pouvoir, c'est-à-dire qu'elle a des visions, des souvenirs de vie antérieure. Est-ce que c'est des choses qui lui appartiennent? Est-ce que c'est des choses qui proviennent des ancêtres de sa famille? Je ne sais pas personnellement, mais je suis assez curieuse de le découvrir. En tout cas, forcément avec des visions comme ça, c'est un petit peu délicat de s'intégrer dans cette nouvelle école, et elle va faire la rencontre de Caitlin, une jeune demoiselle particulièrement pétillante, mais aussi le sombre Mika. Qui est ce jeune garçon? On nous dit que c'est quelqu'un qui noie un mystérieux chagrin en essayant de construire des machines pour détecter les fantômes. Et celui-ci va rapidement comprendre que Julia cache un lourd secret qu'ils ont peut-être plus en commun que ce qui n'y paraît. Donc très hâte de me lire cette petite bande dessinée que je me conserve très précieusement depuis quelques semaines déjà pour cet hiver. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un espèce de challenge pour cet hiver, mais je vais pas forcément vous en parler parce que si ça se fait pas, parce que je suis pas trop dans le mood ou que j'ai un petit peu trop surestimé mes compétences, on verra le moment venu. Donc en fait, je vous tisse quelque chose comme ça, je suis complètement confuse dans mes explications et en plus de ça, je ne vous révèle rien. Mais s'il y a bien quelque chose qui me plaît au cours de la période de l'hiver, c'est cette ambiance très froide. Quand la nuit tombe très tôt la journée, ce côté un petit peu angoissant quand on rentre chez soi le soir à pied, il y a un côté assez frissonnant, je trouve, et c'est pour ça que j'adore me caler des thrillers pour la période hivernale. Alors oui, certaines personnes lisent des romances de Noël, c'est ce que je vous disais, et puis moi je dois être détraquée parce que j'adore lire des thrillers à cette période. En même temps, vous parlez à une fille qui regarde des films d'horreur depuis qu'elle a 10 ans. Le premier thriller que j'ai mis dans ma pile à lire, il s'agit d'une de mes reliques de Pâle, vraiment, et je veux le lire assez prochainement parce que je sais que j'avais fait en début d'année une vidéo avec les reliques de ma Pâle, que si je ne les lisais pas, j'allais les
les virer et j'ai pas forcément envie de les virer, donc je sais que je dis des choses et que je ne les tiens pas. Bon bref, tout ça pour dire que j'ai mis ce thriller là qui me fait quand même très envie, donc j'espère trouver vraiment le temps pour le dégommer cet hiver. Et il s'agit de Victime 55 de James DeLargy, 2 suspects, 2 versions, un serial killer. Dans les films thrillers, justement, j'adore ce type de trope là où vous avez 2 versions et vous ne savez pas qui dit la vérité en fait. Et tout au long du roman ou tout au long du film, vous vous posez la question, mais qui est celui qui ment, qui est le psychopathe, qui c'est celui qui manipule tout le monde? Et j'adore cette idée-là de me faire des hypothèses tout au long. C'est d'ailleurs quelque chose que vous allez retrouver souvent quand je fais des lectures communes avec vous, et c'est le côté genre je fais des hypothèses, il y a tout qui fuse à tous les endroits et à tous les niveaux. Donc très heureuse de pouvoir mettre ce petit bijou dans ma pile à lire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bon, on peut pas dire par contre que c'est un thriller qui se déroule en plein milieu de l'hiver, au contraire, on est en plein milieu d'un jour de canicule dans une petite ville australienne. On débute avec un homme de police qui est habitué finalement à régler les querelles de voisinage, mais il n'y a jamais rien qui se passe finalement dans cette petite ville-là, jusqu'un jour où un homme débarque dans le commissariat de police couvert de sang. Cet homme-là, c'est Gabriel. Il dit qu'il a été drogué et séquestré dans une cabane au fin fond de la forêt depuis plusieurs semaines et qu'il vient tout juste d'échapper à un serial killer qui se nomme Ace et qui apparemment a fait 54 victimes. Tout juste quelques heures plus tard, le dénommé Ace se présente au commissariat de police, non pas pour se rendre de ces terribles méfaits, mais pour requérir la protection de la police. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien parce qu'il dit qu'il a été séquestré au fin fond de la forêt dans une cabane pendant lui aussi plusieurs semaines et qu'il vient tout juste de s'échapper d'un terrible meurtrier, un fou complet et qui se nomme Gabriel. Nous avons ici donc 2 témoignages identiques mais pourtant un seul dit la vérité. J'ai trop hâte. En fait j'ai trop hâte de me faire ces hypothèses et de savoir tout au long du roman qui est le menteur, qui est le véritable serial killer et finalement qui est la victime 55 de ce tueur en série. Pour le second thriller que j'ai mis dans cette pile à lire, j'en ai mis que 2 mais franchement si vous avez des titres qui sont un petit peu dans cette ambiance là pour la saison, n'hésitez surtout pas à me les noter en commentaire, je regarderai parce que vraiment les thrillers, j'en ai pas beaucoup mais j'adore m'en lire à cette période de l'année. Et donc je vous disais, le deuxième que j'ai mis, c'est quand même un grand nom de ce genre littéraire là, puisqu'il s'agit de Maxime Chatham et que j'ai eu à mon anniversaire grâce à Madame Errance, donc Camille, et ici c'est L'âme du mal. Ce titre là m'a été en fait chaudement recommandé par ma belle-mère qui lit énormément de thrillers assez noirs, assez macabres, et j'avais envie de tester une de ses recommandations parce que je suis sûre au vu de ce qu'elle lit que ça ne peut que me plaire. Dans L'âme du mal, une enquête s'est enfin clôturée par la mort du bourreau de Portland qui étouffait ses victimes et qui les tuait, bref, dans d'atroces souffrances. L'inspecteur Joshua Brolin, c'est lui qui a mis ce meurtrier hors d'état de nuire et aujourd'hui, alors que tout semble redevenir calme au sein de la ville, les meurtres reprennent et il doit poursuivre son double parce que cette fois en fait il se rend compte que le bourreau de Portland a peut-être beaucoup d'adeptes et que là ça commence à être l'enfer qui s'abat sur Portland. Je vous le résume peut-être un petit peu mal mais je ne sais pas exactement ce qu'il en retourne, j'ai juste un résumé très court et assez énigmatique donc je sais pas trop quoi en penser. En tout cas je sais que ma belle-mère elle adore ce genre de littéraire là et qu'elle ne fait que des bonnes recommandations, surtout qu'elle est tourée dans un aspect assez noir, elle aime beaucoup quand c'est très sombre, très gore, assez macabre, etc. Donc je pense que ça peut que me plaire. Elle aime pas les thrillers gentils, c'est ça que je voulais vous dire. Donc je pense que ça peut tout à fait rejoindre ce que moi j'aime dans l'horreur, en tout cas dans les films d'horreur par exemple. Donc très hâte de découvrir mon tout premier Maxime Chatham. Si vous avez encore une fois des recommandations de cet auteur, je sais qu'il est très reconnu, donc n'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire. Franchement je pense que ma pile à lire, c'est ça que j'aurais dû vous dire en fait en début de vidéo que j'ai oublié. On sait très bien que je risque de pas forcément la respecter. Parce que même si ces livres me font très envie, déjà de 1, j'ai été un petit peu trop ambitieuse par rapport à mes capacités. Après on va dire que ça s'étend sur 3 mois, hein. Je vais pas lire tout ça en décembre non plus. La deuxième raison, c'est que je vais peut-être recevoir d'autres titres d'ici là que je vais intégrer dans cette pile à lire. Et la troisième raison, je l'ai oubliée. Mais bon, vous avez quand même compris le principe. Pour rester dans le côté assez froid et frissonnant, ce n'est pas forcément un thriller je pense, mais ça rentre dans la catégorie horreur. Oui, c'est quand même vachement sympa parce que moi du coup je me fais des lectures sur Je disais donc, avant que mon livre décide de se faire la malle, que je me fais quand même pas mal de lectures spooky pour la période d'Halloween et que je suis ravie de pouvoir poursuivre avec la période d'hiver dans cette même vibes. Et donc je me suis mis un petit roman d'horreur, un auto-édité que vous êtes, je crois, plusieurs à avoir lu et m'avoir fortement recommandé avec un autre de ses ouvrages qui, la suite de celui-ci, faut avoir lu celui-là aussi. Bref, vous allez comprendre tout de suite parce que je me suis mis dans ma pile à lire Vous êtes cordialement invité de Alex Soll, qui est un roman d'horreur où nous allons suivre une bande de
gens qui se connaissent depuis l'enfance, qui vivaient je crois dans un orphelinat, mais le 24 août 2007, un incendie ravage une partie de ce manoir, donc tout le monde va partir, prendre des chemins différents, et un jour, bien des années plus tard, 12 ans on nous dit exactement, ils reçoivent tous une invitation pour rejoindre ce manoir, participer à un dîner, et une fois qu'ils se retrouvent tous rassemblés au sein de ce manoir, il n'y a personne, ils ne peuvent pas en sortir, et là il commence à se passer des choses. Et en fait plusieurs d'entre vous m'ont recommandé le couvent des Pascalines justement de Alex Soll, et je crois qu'il y a une suite à ces deux romans, mais il faut avoir lu les deux ici. Je l'avais commencé il y a quelques temps déjà, je sais pas pourquoi je m'étais arrêtée. Moi de mon côté je l'ai justement dédicacé, en plus de ça j'avais eu l'occasion de la rencontrer, je crois que c'était aux Imaginales il y a 2 ans, donc ça commence à faire, il est depuis un petit moment dans ma pile à lire, mais je trouve que ça serait la bonne période pour le lire. Le côté un petit peu froid, maison hantée, plongé dans le noir, au cœur d'une campagne, avec absolument aucun espoir pour s'en sortir, du moins c'est ce que je l'espère. Hâte de voir comment va se passer ce fameux dîner où ils vont tous avoir leur plat préféré. Mais qui a préparé donc ces plats? C'est toute la question, et j'aimerais bien savoir ce qui se passe vraiment. Là on rentre dans un autre style d'horreur, puisque j'ai lu par exemple Les Contes Interdits il y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de vous en parler dans mon update lecture. J'ai lu aussi Les Filles de Witch Hazel House, qui est un mix entre du cosy et de l'horreur. On a découvert un nouveau genre qui s'appelle le cozy horror, j'adore. Et moi il faut savoir que je distingue 2 catégories d'horreur, le gore et le paranormal. Le paranormal, au niveau des films, c'est ce qui me fait le plus flipper, je vais pas vous mentir. Ce chose un petit peu inconnue où on a toujours des gens qui n'y croient strictement pas et qui se retrouvent confrontés à des choses pas sympathiques. Nous avons donc avec Peter Pan le côté gore, avec Les Filles de Witch Hazel House un côté un petit peu paranormal, mais on reste dans le cocooning, le cosy. Et là je pense qu'on va être à fond dans le paranormal en squeezant la partie cosy. Donc écoutez, très hâte de me le faire, je pense que celui-là je ne vais pas trop me faire tarder. J'ai décidé aussi au cours de cette pile à lire de m'inscrire un petit classique de l'horreur également. Oui, on reste dans des choses bien joyeuses pour la période de Noël. S'il y en a justement qui préfèrent les romances, les comédies romantiques, l'ambiance de fête avec toute la joyeuseté qui s'en sort, l'amour des fêtes en famille et tout ce qui s'ensuit, moi je me mets de l'horreur avec Frankenstein. Ah, il y a quand même une histoire d'amour, je crois, dedans, non? On s'y rapproche. C'est un classique de l'horreur que j'ai toujours eu envie de découvrir. Bon, je ne vais pas forcément vous présenter Frankenstein de Mary Shelley. En tout cas, j'ai dans une très belle édition qui a été publiée chez Brajlon. Ils ont fait quelques classiques comme ça. Et bref, tout ça pour dire que je n'avais jamais eu l'occasion de découvrir ce classique. Je l'ai découvert aussi dans un roman que vous allez voir là. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est Contes des damnés, où on reprend pas mal de contes horrifiques. J'ai squeezé la partie sur Frankenstein parce que c'est des condensé du roman, et moi j'avais envie de découvrir vraiment l'œuvre originale. Je sais que c'est un des seuls livres que mon copain a lu, donc je me dis que si je le lis, je pourrais en discuter avec lui également. Mon copain n'est pas du tout un lecteur, hein. Tout ce qu'il lit à la rigueur c'est ses mangas, et il relit toujours les mêmes, hein. C'est Bleach et Naruto. Tout ça pour dire que je me suis mis ce petit classique de l'horreur, je me dis que ça pourrait être très sympa de découvrir enfin ce titre-là. Je ne sais pas quoi dire de plus, donc je vais squeezer assez rapidement cette partie. Je ne sais pas comment je vais vous présenter la suite. Si, je sais, on va mettre tout ce qui est fantasy après. J'ai encore 3 titres à vous présenter qui ne sont pas forcément de la fantasy, mais on peut dire que ça s'y rapproche. Là aussi, j'ai une petite romance, dark romance plutôt, même, exactement. Puisque j'ai décidé de mettre moi, magicien, serial killer et amoureux de Julie Tide. Je l'avais acheté aussi aux Imaginales, donc je l'ai eu dédicacé avec quelques marque-pages. Et je sais pas, il me faisait penser un peu à une vibes de Dorian Jacobson dans Villa Emilia, puisqu'on va y suivre donc un magicien qui a tué des centaines de personnes, donc c'est vraiment un serial killer, et un jour il va croiser la route d'une magnifique demoiselle. Donc il se prénomme Adam, il est le plus grand illusionniste du monde et c'est l'un des tricheurs les plus éminents aussi, avec de véritables pouvoirs magiques. Mais il dit que son véritable talent c'est d'être capable de faire hurler les femmes quand il les égorge. Là aussi le résumé est assez énigmatique parce que nous sommes avec un petit monologue de notre cher Adam qui a qu'une seule femme en tête ces derniers temps, elle s'appelle Julie. Et donc on sait pas très bien ce qui va se passer avec elle. Donc très envie de découvrir finalement ce mec complètement psychopathe et cette relation interdite, cette relation dangereuse et toxique bien évidemment. Écoutez, j'avais envie de me faire celui-là, je trouve qu'il est relativement court et je m'étais dit que ça pourrait être sympa pour la période un petit peu d'hiver comme ça, pourquoi pas. Plus vers les fêtes peut-être du nouvel an, le côté un peu magique comme ça, très festif éventuellement. Hâte de savoir ce qu'il en retourne, en tout cas les dark romance c'est pas forcément ce que je lis majoritairement,
vraiment. En fait, à vrai dire, je n'en lis même pas du tout. Les seuls que j'ai lus, c'est Villa Emilia, vous savez mon amour pour cette saga. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être s'y rapprocher en termes de Dorian Jacobson, voilà. L'aspect autour du personnage masculin, le côté un petit peu tueur en série, ça me plaît pas mal. Hâte de voir comment ça va être manié ici. Par contre, je vous rassure, hein, je ne lirai pas vraiment de dark romance au cours de ma vie de lectrice, donc vous n'allez pas en voir passer beaucoup, ça sera peut-être l'un des seuls. Pour rester dans le côté un petit peu folie, détraqué, une sorte de folie, là aussi, différente bien sûr au niveau de la mise en œuvre de l'univers, j'ai décidé de mettre un Aurélie Wallenstein avec Yardam. Je lui ai fait signer, c'était à Montreuil, oui c'est ça, à Montreuil l'année dernière, donc le 1er décembre. Je suis trop dégoûtée, elle ne sera pas présente cette année. Ah oui d'ailleurs, je vous ai pas dit, je serai présente à Montreuil cette année. J'y serai le jeudi, vendredi et samedi. Si jamais ça vous intéresse, j'aurai avec moi quelques marque-pages. Si vous avez envie d'avoir un marque-page, il faudra me raconter une blague. Et si vous êtes trop timide pour me raconter une blague, franchement je prends toutes sortes de blagues, hein. Moi j'ai un humour qui est assez large, vous pouvez y aller. Si c'est même pas drôle, j'accepte. Et si vous êtes trop gêné pour me dire une petite blague, faudra me citer un de mes coups de cœur. Oui, j'ai envie de jouer cette année. Donc je lui ai fait signer à Montreuil il y a donc 1 an. Et dans Yardam, en fait, la folie est sexuellement transmissible. Et dans l'espoir en fait d'éradiquer cette maladie, la population est mise sous quarantaine dans un espèce de bâtiment tout en hauteur et complètement isolé. Sauf que le virus n'a pas épargné Kazan, qui va être donc le héros que nous allons suivre tout au long de cette histoire. Héros, je suis pas sûre qu'on puisse l'appeler comme ça. À l'image de cette ville qui sombre lentement dans le chaos, Kazan va lui aussi sombrer progressivement dans la folie. Pour s'en sortir, il est prêt à absolument tout faire, y compris à manipuler un couple de jeunes médecins qui sont venus se réfugier justement dans la ville, dans l'espoir de trouver un remède, mais dans le désespoir de Kazan, il va accomplir le pire. J'aime beaucoup Aurélie Wallenstein, c'est vraiment une autrice dans tout ce qui est dark que j'affectionne particulièrement. J'ai aimé tous ces autres ouvrages que j'ai lus d'elle. Dans le côté vraiment dark fantasy, il y avait par exemple Le Dieu Oiseau, il y avait Le Roi des Fauves, L'Épée, la Famine et la Peste. Et là j'ai vu qu'elle a publié tout juste un nouveau roman qui s'appelle La Harpiste des Terres Rouges, quelque chose comme ça, qui a l'air trop bien, je veux trop le lire. Mais avant j'aimerais bien quand même me faire le dernier que j'ai dans ma pile à lire, enfin le dernier que j'ai dans ma pile à lire, non j'ai aussi Le Désert des couleurs, mais ça ce sera plutôt pour cet été. En tout cas très hâte de découvrir ce nouveau roman de Aurélie Wallenstein. J'aime beaucoup quand elle aborde la psychologie humaine sur certaines formes. Il y a quelque chose d'assez récurrent finalement dans les livres d'Aurélie Wallenstein, c'est jusqu'où l'humain est-il capable d'aller dans son désespoir, qu'est-ce qu'il est prêt à faire de pire pour s'en sortir. C'est quelque chose qui revient généralement beaucoup. Et c'est quelque chose aussi qui me plaît dans les films d'horreur, notamment dans les thrillers aussi, j'en ai regardé un il y a pas longtemps. Pour survivre, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Et on va aborder aussi cette thématique dans Yardam, donc très hâte moi de le découvrir. Et bien sûr, nous allons rentrer progressivement dans des romans de fantasy cette fois-ci. On commence soft dans un univers plutôt paranormal, fantastique on va dire, puisque je me suis mis Le Fantôme d'Evermore Castle, qui est écrit par Camille Noël et publié aux éditions Monarque. Camille Noël, je l'ai découverte dans un de ses romans, je sais plus ce que c'est, Un vent de tourments et d'étincelles, je sais plus, quelque chose comme ça qui ne m'avait strictement pas convaincue malheureusement. Par contre, cette romance gothique là me fait très envie. Elle me fait de l'œil depuis quelques temps déjà, voire plus d'1 an, parce que ici nous sommes en Angleterre en 1804 où Eleanor Ravenwood occupe ses journées à bouquiner, comme nous. Entre bouquins et balades au cœur de son jardin qui est absolument magnifique, elle rêve d'une autre vie, elle rêve d'une vie remplie d'aventures, d'amour impossible, mais d'un amour profond et sincère. Sauf que pas de bol, son père décide de la fourrer dans un mariage arrangé avec un colonel qu'elle n'aime absolument pas et qui est pas forcément très séduisant non plus. Un destin qui s'annonce selon elle bien triste et malheureux, mais elle ne peut pas forcément échapper à son destin. Ça va être d'autant plus difficile que notre chère Eleanor est déjà amoureuse. Alors la jeune femme de 19 ans est bien décidée à ne pas se laisser avoir dans ce mariage arrangé, elle compte bien se battre pour défendre son amour avec le fantôme d'Evermore Castle. C'est un fantôme qui hante le château médiéval situé non loin de son manoir et elle lui voue un grand amour. Par contre il y a un petit problème, c'est que si ce fantôme surgit d'entre les morts, c'est qu'il n'a qu'un seul but en tête, la vengeance. La vengeance auprès de qui? Est-il aussi sincèrement amoureux de notre jeune Eleanor? Jusqu'où va-t-elle aller pour défendre du coup son amour? Et bien sûr on est bien dans un amour impossible vu que c'est un fantôme littéralement. Très hâte de découvrir cette histoire, elle est pas spécialement grande puisqu'elle fait moins de 300 pages, donc j'ai quand même très hâte de me plonger dans ce petit conte, un petit peu d'amour impossible qui me fait penser, je sais pas, La Belle et la Bête, le côté château, rose, amour impossible avec une sorte de bête qui
qui est en réalité une créature, un fantôme. La Belle et la Bête, c'est un peu mon conte préféré, donc forcément que ça m'attire. Plus je le vois celui-là, et plus je me dis que je vais le lire incessamment sous peu. Et on rentre maintenant dans la fantaisie pure, avec un titre, au début je ne pensais pas forcément le mettre, à vrai dire je pensais même m'en séparer, mais quand j'ai relu le résumé juste avant de faire cette vidéo, je me suis dit mais tiens, en fait ça se passe en hiver, bon on va le mettre. Il s'agit donc du règne de la sorcière de Shannon Meyer qui est publié aux éditions Bookmark. On est avec un premier tome, donc c'est la saga de Zamira Wilson, je pense. Ici au niveau des mots-clés, nous sommes sur action, magie, quête, sorcière et dragon. Et en fait là où ça m'a bien appelé pour les vers, c'est qu'on nous dit que le royaume de la sorcière, une terre éternellement plongée dans un hiver artificiel gouverné par la sorcière de glace. Ça me fait penser un petit peu à Narnia en vrai. Je vois vraiment cette étendue de glace, de neige, de forêt enneigée avec cette sorcière des neiges là qui est sur son ours, je crois, dans Narnia. Ça me fait vraiment penser à ça, donc du coup, bien envie de découvrir. En vrai, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, comme je vous dis, je l'avais complètement oublié, et c'est vraiment en faisant juste avant la vidéo ma pile à lire que je me suis dit, tiens, en fait, ça pourrait bien correspondre. Je sais qu'il y a un petit dragon que j'ai apparenté à Mouchou, personnellement. Donc, celle-ci est protégée par 3 créatures surnaturelles qui parcourent ces terres, chassant les âmes imprudentes et tuant toute personne croisant son chemin. Pour atteindre le royaume de la sorcière, il faut d'abord traverser le territoire des dragons, qui d'ailleurs n'apprécie pas les intrus. C'est vers là-bas que je me dirige, malgré l'interdiction de mon mentor. Ma meilleure amie a été envoyée accompagnée d'une équipe dans le royaume de la sorcière afin de trouver un joyau puissant appartenant à notre mentor, et ils auraient dû rentrer depuis un bon moment déjà. Ce qui m'oblige, moi, Zamira téméraire Wilson, à partir à la recherche de mon ami, qu'on me l'interdise ou pas. Je me retrouve avec un humain dans les pattes qui s'incruste pour mon voyage, un humain aussi inutile et faible que mes capacités de métamorphose. Ajoutez-y une arme dotée d'une conscience qui essaye de me tuer à chaque fois que je la touche et d'un petit dragon avec un penchant pour les insultes shakespeariennes, et vous avez un résumé de mon voyage. Voilà un petit peu ce qui s'annonce au cours de ce roman. Je vous avoue personnellement déjà, c'est un petit peu cliché et c'est un préjugé de ma part surtout, mais quand on commence un résumé à la première personne où on parle du point de vue du personnage, ça me bloque. Et je trouve que les éditions Bookmark le font beaucoup, surtout dans tout ce qui est urban fantasy, collection onirique. Je trouve que leur collection Lost Kingdom, pour le peu que j'ai lu pour l'instant, ils ne le font pas. Mais sur certains des ouvrages comme ça, ça me bloque un peu en fait quand le personnage nous présente directement son résumé. J'ai un petit peu du mal avec ça, mais j'ai envie de m'affranchir un petit peu de ces préjugés pour aller découvrir cette histoire, d'autant plus comme je vous le disais, il y a un Mouchou, il y a une Reine des Neiges, et ça a l'air quand même un petit peu marrant. Donc à voir ce que ça va donner. Et maintenant nous rentrons dans la fantasy pure. Je vous avoue aussi que pour moi le côté hiver, il y a un aspect, comme je disais, très froid, très dur, très sérieux, et du coup je me suis dit, fantasy adulte direct. J'aurais aimé mettre plusieurs titres dans cette pile à lire de fantasy adulte, j'en ai pas forcément, j'en ai d'autres qui m'intéressent, mais je me suis dit que ça allait être trop redondant, parce que finalement, je vais déjà vous présenter le titre, vous allez voir pourquoi ça va être très redondant. Donc je me suis mis dans cette pile à lire une lecture commune que je prévois de faire sur mon Discord prochainement, donc tout est dans la barre d'infos. C'est pas le Discord de Patreon, je sais que je fais beaucoup de lectures communes avec mes Patreons, mais celui-ci ça sera sur mon Discord ouvert à tous. Il s'agit de l'Assassin Royal de Robin Hood, le tome 2. Et pourquoi je vous disais que je n'allais pas forcément mettre d'autres livres dans la pile à lire de fantasy adulte, parce que tous les livres que j'ai en fantasy adulte se rapprochent de l'assassin. Je voulais mettre Nevernight tome 2, on est sur une assassin. Je voulais mettre aussi L'Ange de la Nuit de Brenwicks, nous sommes avec un apprenti assassin. Donc on va remarquer que dans la fantasy adulte que j'ai dans ma pile à lire, ce sont tous des assassins. Donc je me suis dit ça va, tu mets un livre de ces styles-là, on a compris ce que tu voulais dire. Je vous ai fait un update lecture très récemment justement sur le premier tome de l'Assassin Royal de Robin Hood que j'avais absolument adoré. Nous sommes avec un récit qui s'étend sur plusieurs années pour le premier tome tout du moins, où nous allons suivre notre jeune Fitz qui est le bâtard de chevalerie, l'un des seigneurs du royaume, fils aîné du seigneur Subtil qui est destiné à devenir roi, mais quand il apprend justement qu'il a un bâtard, là c'est complètement l'hécatombe, il se dit qu'il est déshonoré, donc il quitte la royauté, il décide de ne plus jamais y revenir et Fitz n'a jamais rencontré son père. Il va être élevé par le maître d'écurie, Burick, un personnage que j'affectionne beaucoup. Et un jour il va taper dans l'œil en gros du roi Subtil qui va dire tiens, je vois là du potentiel en toi, et les bâtards généralement
vaut mieux les avoir à sa botte plutôt que loin et potentiellement en ennemi. Donc il va en faire son assassin privé. C'est pour ça qu'on est avec le titre du roman qui est l'assassin royal. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer parce qu'on a vraiment pas mal d'intrigues qui se mettent en place. On comprend qu'il y a quand même des complots au sein de la cour. Fitz n'est pour l'instant pas très impliqué là-dedans. Mais on a aussi les pirates rouges qui ont une forme de magie qui, on va dire, transforme en légumes les gens. C'est un peu particulier le système de magie, mais j'ai très hâte de savoir. Et là, je crois qu'on va rentrer bien dans les pirates rouges qui sèment la désolation au sein des 6 duchés. Donc écoutez, ça sera une prochaine lecture commune sur mon Discord. Et enfin, je termine avec le tout dernier titre. Si vous connaissez ma bibliothèque, bien qu'elle ne soit pas rangée derrière moi, je sais, je l'ai tenue rangée 2 semaines. Vous avez vu qu'il manquait peut-être un petit titre sur une pile parce que j'ai mis Gods of Men, le tome 3 de Barbara Kloss. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Le premier tome, je l'ai lu d'ailleurs une fois l'année dernière, je crois. Bref, je l'ai lu 2 fois. Le deuxième tome a été aussi merveilleux et là, j'ai très hâte de terminer du coup cette trilogie. Je suis très déçue parce que Barbara Kloss était venue en France, mais elle a fait une date à Paris, une date à Toulouse, trop loin de chez moi pour que j'y aille. J'étais trop triste. Mais du coup, très hâte de pouvoir terminer. J'ai appréhendé justement de terminer cette trilogie parce que vous savez, quand vous aimez énormément une saga, et ben vous n'avez pas envie forcément de quitter les personnages et vous avez peur aussi de surtout comment va terminer la saga. Parce que vous ne savez pas par avance si l'auteur est gentil ou pas. C'est un peu ce que je redoute du coup avec Gods of Men le tome 3. Est-ce que la fin va être sympathique ou pas? Je ne sais pas. Pour vous parler du résumé du tome 1, bien qu'on est dans un tout autre pan sur le tome 3, nous sommes avec Imari qui est la princesse du royaume d'Istra. Un soir de représentation quand son père, le roi, accueille du coup bon nombre d'ambassadeurs, va faire une représentation avec une flûte que son frère lui a ramenée d'un champ de bataille, une flûte en forme d'os. Elle va jouer, tout le monde va s'endormir, mais sa sœur qui écoutait à la porte, en raison de son jeune cœur et de son cœur aussi un petit peu fragile, va trouver la mort. Imari est en proie à la culpabilité et surtout les gens vont commencer à se poser des questions de savoir si c'était pas non plus une sorte de complot que Istra a fomenté pour ses conseillers. Le frère d'Imari lui préconise de s'enfuir. Elle va s'enfuir dans le royaume qui est tout au nord. Elle va prendre le nom de Sable et elle ne va plus jamais reparler de son passé. Sauf qu'il y a un dicton que l'on connaît très bien, le passé nous rattrape toujours. Et le jeune prince corinthien Jerick est missionné par son frère pour récupérer une guérisseuse qui se trouve tout au nord. Devinez qui est cette guérisseuse? Voilà un petit peu au niveau de Gods of Men, le tome 1, j'ai particulièrement apprécié. Pour moi, on est un mix entre fantasy, adulte et new adult. Voilà, je trouve que les thèmes qui sont abordés sont passionnants. Je trouve que la fantasy et l'univers d'une manière générale est passionnante. J'adore et j'ai très hâte de terminer. Et voilà tout le monde, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je n'en reviens pas que j'ai réussi à garder mon bonnet et mon écharpe. J'espère en tout cas sincèrement qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous vous contactez vous aussi une pile à lire pour l'hiver ou si vous allez peut-être participer au Cold Winter Challenge. Cette année, je n'ai pas eu envie parce que l'année dernière, je trouve qu'il était beaucoup trop centré sur des lectures de Noël, ce qui ne me correspond pas forcément. Donc je me suis fait ma propre pile à lire pour ma part. J'ai hâte du coup de vous lire en commentaire et potentiellement vous retrouver à Montreuil dès le 28 novembre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!